Jean-Paul, tu appelles nos intervenants, Paolo Rotelli, le doyen Éric Bélissan, Laurent Chambaud, Madame Corinne Parette et Martine Aoustin. Bon, je vais vous parler de Paolo Rotelli, qui va nous donner l'éclairage européen et en l'occurrence italien. Je vous promets un moment rigolo. Il manque, j'ai sa bio, mais il manque juste l'âge, mais à la louche, je dirais 27, 28. Hein. Moins. Quel âge? 25. 25. Vice-président du Gruppo Ospedaliero San Donato de Milan. C'est une société cotée d'établissements privés, donc. Il y en a 18, dont 17 en Lombardie. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, la Lombardie, on va dire que c'est l'équivalent de l'Île-de-France. Et un seul établissement en Émilie-Romagne, ouais, c'est ça. 5169 lits, dont un qui est l'université, un hôpital universitaire, hein, San Raffaele à Milan. 4000 médecins, 10 000 infirmières dans la région lombarde, donc ça représente 11% des lits. Grosse activité en chirurgie cardiaque. Il vous dira tout à l'heure le nombre de publications. 2 mots sur le bonhomme. Il a fait ses études à Nice et à Monaco. Non. Pas Monaco? Non, en fait, il y a quelques petites erreurs. Il va revoir la bio qui est sur Internet. Je vais la revoir après, du coup. Quelque chose dont je suis un peu plus sûr, il a fait Sciences Po Aix-en-Provence. Voilà. Un master 1 et 2 en sociologie, culture et société, de culture, société et management interculturel. Après, ça devient drôle. Il est membre du World Religion Watch, qui est un observatoire. Et non, en fait, ça, c'était obligatoire, en fait. C'était obligatoire? Faut pas chercher sur Internet. Je vais vous donner la thématique qui est intéressante sur les phénomènes de médiation ou d'intermédiation entre la religion et la culture. Alors, dans son cursus aussi, qui est déjà long, on trouve quelques mois à Paris, ce qui vous expliquera aussi qu'il est quand même parfaitement francophone, dans un think tank qui s'appelle Diffront, dont j'avais jamais entendu parler. Je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge là-dedans, mais c'est des gens qui s'intéressent également à ce qui sont ces sujets de prédilection, à tous les thèmes de culture, éducation, santé, géopolitique, environnement, vie urbaine. C'est un peu sidérant à 25 ans quand même. Paolo. Bon, alors, première chose, la Lombardie. La Lombardie, c'est la première région d'Italie. Elle fait 10 millions d'habitants, un peu plus même, c'est-à-dire 1/6 de la population, et surtout 1/3 du PIB. Si la Lombardie était un pays indépendant, ça serait le 6e pays de l'Union européenne, en fait. Donc, et c'est important de parler de la Lombardie parce que tout ce que je vais vous dire, ça ne concerne pas l'Italie en général, mais la Lombardie. Parce que comme disait hier l'intervenant suisse, français-suisse, en fait, il y a un système de santé totalement différent pour chaque région italienne. Donc, en Italie, il y a 19 systèmes de santé totalement différents. Il y a une loi cadre qui dit qu'on doit payer les prestations sanitaires par le système des DRG, donc de la T2A. Mais après, comment on traite le public et le privé, comment on découpe l'offre de soins, ça, chaque région a son propre, entre guillemets, ministre de la Santé qui décide de façon indépendante, qui peut changer du jour au lendemain le tout. Donc, là, en Lombardie, il y a au sein du système accrédité, le système accrédité, c'est les soins payés par la Sécu. Il y a 2/3 d'établissements publics, 1/3 d'établissements privés. Et la Constitution régionale prévoit en fait qu'il ne peut pas y avoir de différence entre le public et le privé. On ne peut pas faire une loi spéciale pour le public, une loi spéciale pour le privé. La conséquence, c'est qu'on on finance de la même façon avec les mêmes forfaits le public et le privé. Mais surtout, la vraiment grande différence avec la France, c'est qu'on a ouvert au privé les urgences dans la haute spécialisation, c'est-à-dire qu'on trouve des hôpitaux privés qui ont à la fois des urgences avec de la chirurgie thoracique, chirurgie cardiaque et neurochirurgie. Ça s'appelle en Italie les DEA, c'est le niveau maximal des urgences. Et surtout, les facs ont le droit de contractualiser avec un hôpital privé pour la formation de leurs étudiants, à la fois quand ils sont étudiants et à la fois pour la spécialisation des internes. Donc, dans nos hôpitaux, on retrouve des étudiants. Et donc, ceci fait qu'en fait, en Lombardie, le privé n'est pas juste une béquille, en fait, du système public, mais c'est un véritable concurrent des CHU publics.
surtout qu'en Italie, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Donc en fait, l'accessibilité à un établissement privé accrédité et à un hôpital public est la même en fait. La compétition se fait donc juste sur la qualité. Et cette compétition sur la qualité entre établissements CHU publics et privés, au sein du système accrédité public, fait qu'il y a une compétition sur la qualité qui a fait progresser à la fois le privé et à la fois le public en fait. Et qui a fait donc du système de la région Lombardie le meilleur système de santé d'Italie. Ce qui est très important en Italie, parce qu'en Italie, il y a une très très forte, on parle de territoire ici, mobilité. Vu qu'il y a 19 systèmes de santé différents, il y a 19 qualités différentes, et donc 8% des patients ne se font pas soigner dans leur région. Mais ça, on y reviendra juste après. Donc l'idée, c'est que ces mêmes règles entre public et privé, que beaucoup de pays idéologiquement nient à leur établissement privé, font que, en fait, en Lombardie, les CHU privés ont un case mix, donc une complexité des soins plus élevée que le public. Notamment, là, j'ai noté le case mix du plus grand hôpital public de Milan, le Niguarda. Il a un case mix, c'est un indicateur de 1,45. Le case mix de notre hôpital le plus grand, le CHU San Raffaele, il est de 1,54, et de notre hôpital spécialisé général, mais spécialisé aussi en cardio-chir, est de 2,05. En fait, il faudrait faire tourner la diapo. Donc ça, c'est le San Raffaele. Donc, le groupe San Donato représente 50% des lits du tiers d'hôpitaux privés de la région Lombardie. Donc, avec 1/6 des lits de tout le système public, on arrive à réaliser 1/3 de toutes les opérations de cardiochirurgie et 1/4 de toutes les opérations d'orthopédie de la région, inclus les CHU publics. Donc, ce qui montre que quand on laisse faire aux entrepreneurs, on peut réaliser de très très bonnes choses. Donc, attendez. Alors, voilà. Et surtout, pas seulement aux entrepreneurs, mais aux médecins. Maintenant, je vous explique, parce que maintenant, du coup, je vous explique. Alors, bien sûr, ce modèle, on doit le défendre, parce que, comme je disais avant, il peut changer du jour au lendemain sans raison, parce que le ministre régional a les pleins pouvoirs. Du coup, nous, on le défend de deux façons. La première façon, c'est qu'avec ces résultats que je viens de vous dire, le privé est essentiel. Si demain on décidait d'enlever tout ce qu'on a donné au privé, c'est-à-dire les urgences, la contractualisation avec l'université et l'autre spécialisation, d'un coup, l'offre de soins serait vide. Et il y aurait du coup probablement une révolution populaire. Et deuxièmement, il faut savoir que nous, on est financé vraiment que par la T2A, que par les DRG. Si on va en négatif, on ferme. Alors que moyennement, en Lombardie, les hôpitaux publics ont besoin du DRG plus, à la fin de l'année, 30%. Donc, sachant que le Gruppo San Donato a un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, tout financé par la T2A, si on était public, on aurait besoin de 30% de plus. Ça veut dire qu'on fait économiser à la région Lombardie 350 millions d'euros par an. Donc, si vous voulez nous nationaliser, ça leur coûterait 400 millions d'euros. Et comme disait hier notre collègue, ça ferait lever un impôt local, ce qui ferait que le politicien serait impopulaire. Donc maintenant, j'ai accéléré, j'ai 2-3 derniers points très rapides. C'est quoi donc le modèle Gruppo San Donato? Le modèle, c'est l'intégration entre l'activité clinique, dans toutes les spécialités, de la plus basique à la haute spécialisation, avec l'activité de recherche, c'est très important. En fait, on a 3 CHU véritables qui ont soit leur fac privée, comme le Saint-Raphaël, soit un contrat avec l'Université de Milan. Et eux, en fait, ils font aussi de la recherche. Et ils ont le titre, en Italie, de IRCCS. L'IRCCS, c'est un hôpital d'excellence reconnu par le ministère de la Santé, qui va, du coup, aussi financer la recherche. Et l'originalité, ce modèle qui est unique en Europe, c'est qu'il y a une collaboration étroite et directe entre le chercheur et le médecin. Le médecin va voir le chercheur qui travaille juste à côté et il va lui passer commande. Il va dire, voilà, moi, j'ai besoin moi j'ai ce problème-là, cette pathologie, il faut trouver la solution. Bien sûr, le chercheur ne va pas la trouver tout de suite. S'il la trouve, ça va prendre 20 ans. Mais ce modèle de ne pas mettre le chercheur dans une maison pharmaceutique ou dans une tour d'ivoire, mais le mettre au contact du médecin et du patient, ça crée des résultats assez étonnants. Notamment, par exemple, le Gruppo San Donato produit 8000 points d'impact factor et 1600 publications par an. On est la 2e institution de recherche la plus grande après le CNRS.
Pourquoi? Parce qu'on motive du coup en fait les chercheurs à travailler parce qu'ils voient les résultats et ils peuvent tester directement. Alors la recherche, dans ce cas-là, elle est subordonnée aux comités d'éthique, qui sont des comités d'éthique qui sont reconnus à chaque fois par la région et qui sont que dans les grands hôpitaux en fait, sous très souvent publics en fait, plutôt que privés. Et l'intégration donc avec la recherche et avec l'université, comme je vous ai dit avant, grâce au système de contractualisation avec l'université publique ou avec l'université privée. Ce modèle a un objectif, c'est de mettre le bien-être du patient au centre de l'attention. Et pour que ce modèle perdure dans le temps, on a besoin d'avoir des comptes en équilibre, d'où le fait qu'on doit se contenter de la T2A et de aussi autofinancer notre croissance, l'achat de nouvelles technologies et la restructuration des bâtiments par la marge, le bénéfice qu'on a dégagé. Du coup, et enfin, notre modèle est basé du point de vue des médecins, parce que vous êtes des professions libérales, sur les professions libérales. C'est-à-dire que nos médecins ne sont pas des salariés en fait. Chacun de notre médecin garde son statut de profession libérale, il garde son ou ses cabinets dans une ou plusieurs villes, il a le droit de voir ses patients librement quand il veut, ailleurs que dans l'hôpital, tant que ce n'est pas un autre hôpital agréé ou un hôpital public. Et en fait, ça marche comme ça. Comment, du coup, il est payé? Nous, en fait, on raisonne par service. On sélectionne un chef de service. Le chef de service vient avec toute son équipe et le chef de service négocie le salaire de lui et son équipe, qui va être, en fait, dans la négociation, un pourcentage du chiffre d'affaires qui lui est alloué. En fait, on va dire, voilà, ton objectif, c'est tant et tu auras tant. Après, sur le papier, ce n'est pas écrit comme ça, parce qu'on n'a plus le droit depuis 2 ans de l'écrire comme ça. Donc maintenant, ça se présente sous un fixe et un bonus, avec un bonus de 30%. Si le résultat est atteint, on donne le bonus, au lieu de dire on donne un pourcentage. Ça rajoute quelques ajustements, mais le principe c'est le même. Et du coup, comme ça, on respecte le professionnalisme du médecin, on le responsabilise parce que c'est lui qui gère son équipe, qui gère sa liste d'attente, qui décide avec qui il travaille, combien il paye ses assistants. Et en cas, disons, où on ne veuille plus travailler ensemble, il n'y a aucun contrat rigide qui nous lie, en fait. Ce contrat, le COCOCO, ne prévoit qu'un préavis, et un contrat à durée indéterminée, qui ne prévoit un préavis que de 3 mois, pour le praticien ou pour l'hôpital. Après, du point de vue du coup maintenant, comment parler du territoire, nous c'est quoi les 3 points sur lesquels les 3 points qu'on vise pour se développer dans le futur. Bon, en ce moment, alors je disais avant qu'en Italie, il y a une forte mobilité, parce qu'il y a des inégalités territoriales énormes. Il faut savoir qu'en Italie, on est certes financé de la même façon que le public, en Lombardie, mais on a une limite. La compétition entre public et privé est limitée par le fait que dans notre région, on a un chiffre d'affaires maximal pour les patients de notre région. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe quand vous avez dépassé le chiffre d'affaires? Vous refusez les patients? Vous fermez l'hôpital? Non, en fait, on doit étaler les patients sur 12 mois, d'où le fait qu'on est obligé au début de l'année de négocier avec chaque chef de service un chiffre d'affaires qu'il doit non pas dépasser, non pas ne pas atteindre, mais atteindre avec précision. Parce qu'en cas de dépassement, on n'est pas payé, et si on n'atteint pas notre chiffre d'affaires maximal, l'année d'après, il régresse. Par contre, on n'a aucune limite sur les patients qui viennent d'autres régions. Du coup, on a besoin de devenir attractif. Donc comment on est attractif? Grâce au modèle que je vous ai dit d'intégration entre recherche, université et clinique. Et du coup, maintenant, on est en train d'essayer en fait de regrouper nos hôpitaux afin de n'obtenir justement que des CHU d'au moins 500 lits avec recherche, université et haute spécialisation. Et vous allez me dire, vous faites comment après à avoir des patients qui viennent? Vous faites comment après être près de la population? Si vous mettez des CHU de 500 lits en périphérie des villes ou entre 2 villes, vous faites comment? Eh bien justement, notre modèle, ça va être des grands CHU de 500 lits et à côté de ça, le modèle MVZ en fait. C'est-à-dire des polyambulatoires où les praticiens vont travailler toujours soit en 100% libéral, avec des patients qui paient de leur poche, soit payés par la Sécu. Et l'idée, c'est que c'est des ambulatoires qui sont soit en centre-ville, avec aussi toute l'imagerie médicale et des salles opératoires pour le day hospital, soit carrément on essaye de mettre
l'ambulatoire vraiment là où il y a déjà des personnes, où il y a déjà des patients potentiels. On va chercher la personne. Ça veut dire quoi, on va chercher la personne? Par exemple, on vient d'ouvrir un polyambulatoire dans un centre commercial. Il y a un centre commercial, moi je pense à 4-3000 de Nice en fait, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à, je sais pas, le centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines par exemple, pour la région parisienne. Et bien là-dedans, imaginez qu'il y a un polyambulatoire avec de l'imagerie médicale. Et en plus de ça, pour attirer l'attention des personnes au-delà des patients, on a rajouté tout ce qui est bien-être aussi. On a rajouté, par exemple, des cours de yoga, des massages, mais faits en fait par des kinés, au lieu de par on ne sait pas qui. Du coup, l'idée, c'est d'intégrer, sur le modèle des MZ allemands, l'activité purement médicale avec l'activité de bien-être, afin d'attirer l'attention et en plus d'aller amener le service là où le patient en a besoin, où la personne, le citoyen en a besoin. Et en plus, ces polyambulatoires, on peut y accéder sans devoir réserver à l'avance. On peut, sur présentation immédiate, c'est possible aussi. Et il y a absolument toutes les spécialités disponibles. On fait tourner les médecins, histoire que ça soit toujours couvert. Voilà. Et enfin, du coup, les deux points sur lesquels on travaille énormément, c'est à la fois aller vers le patient, donc mettre le bien du patient au centre, ça veut dire avant tout, en fait, de ne pas limiter aussi le patient, l'humanisation des soins, ne pas limiter le patient à une pathologie, en fait. L'Université du Saint-Raphaël est unique en Europe parce en fait, elle ne se contente pas d'enseigner médecine, mais il y a une intégration totale entre la faculté de médecine, celle de psychologie et celle de philosophie, afin de donner aux futurs médecins, en fait, une vision globale de l'être humain. Et de faire comprendre qu'en fait, au-delà du fait de soigner, et ça je pense que vous qui êtes des médecins généralistes, vous vous rendez compte, que le travail de médecin, c'est avant tout aussi beaucoup, au-delà de trouver la pathologie, accompagner le patient, écouter c'est quoi ses priorités, et savoir répondre à ce qui, à ses yeux avant tout, est important, le rassurer. Ça, dans nos hôpitaux, on commence à développer justement de plus en plus de projets qui, au-delà de la best practice, d'inciter le médecin à chercher la meilleure pratique médicale, l'incite à faire attention à c'est quoi, aux yeux du patient, la priorité pour lui. Ensuite, on travaille énormément. Notre deuxième point de développement, c'est la prévention. Pourquoi? Maintenant, sont en vie les premières générations, dont je fais partie, qui ont une espérance de vie qui risque d'être plus brève que celle de leurs parents. Et la première cause de ceci, c'est l'obésité, le surpoids et le diabète. La meilleure façon de combattre ce phénomène, c'est la prévention. Sauf que la prévention, en Italie et en France, c'est pas vraiment à la mode. Et en Italie, c'est encore moins à la mode qu'en France. Au moins, vous avez mangé, bougé, 5 fruits et légumes par jour. Ça ne sert pas à grand-chose, mais à force de répéter, ça peut rentrer dans la tête. En Italie, on n'a même pas ça. Alors que les pays scandinaves, ils nous ont démontré qu'1 euro investi en prévention, ça permet de faire économie au système de santé au moins le double à moyen terme. Du coup, par exemple, nous, en tant qu'établissement de santé, on a développé un projet HIT qui est éducation alimentaire pour tous, où, par exemple, je ne vais pas vous raconter tout, mais vite fait, on a par exemple nos nutritionnistes, ils vont dans les écoles, et en fait, ils ont rajouté un cours de 20 heures par semestre dans les écoles, dans les collèges, où ils font des cours de nutrition, en fait. On est en train de développer des vending machines, les machines des distributeurs de nourriture, en fait, avec des produits sains, qu'on est en train d'essayer, en contractualisant avec différentes entreprises, les mettre dans les entreprises, dans les administrations publiques. Donc, l'idée, c'est qu'il faut vraiment développer des projets, à la fois pour humaniser les soins dans les établissements, et à la fois pour faire de la prévention. Parce que si on attend que ce soit l'État qui le fasse, on peut attendre longtemps. Et enfin, il faut savoir une chose. En Italie comme en France, on a souvent tendance à critiquer nos systèmes et critiquer ce qu'on fait. En Italie, autant qu'en France, je vous l'assure. Bon. Mais pourtant, on ne se rend pas compte qu'au-delà des frontières de l'Europe, en fait, tout le savoir-faire qu'il y a en Italie et en France, on ne l'a pas. Nous, en ce moment, on est, par exemple, au-delà de ce que je viens de vous dire, donc de devenir plus attractif pour les patients d'autres régions, de concentrer les hôpitaux en CHU et puis d'ouvrir des polyambulatoires, on essaie de se développer à l'étranger. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des pays qui sont qu'on dit en développement,
qui sont en fait extrêmement riches, ils n'ont pas de dette publique, ils ont des centaines de milliards d'euros en banque. Ils aimeraient bien donner à leur population, notamment les pays du Maghreb, les pays du Golfe et la Chine par exemple aussi. Ils ont besoin de donner à leur population un système de protection sociale afin d'éviter la révolution, mais ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas le savoir-faire. Mais nous, on a le savoir-faire. Nous, l'État ne veut pas nous donner l'argent, mais on a le savoir-faire. Donc l'idée, c'est qu'il faut, quand on étouffe dans son propre pays, il faut continuer à se battre pour garder ses positions et essayer de se développer là où il y a la possibilité. Donc nous, 2 exemples très rapides. Par exemple, maintenant, on est en train de travailler fortement avec l'Algérie, parce que l'Algérie a lancé un projet de développement. Ils ont dit, on va construire un nouveau système de santé, on va faire 5 nouveaux CHU de 500 à 700 lits. Du coup, ils ont dit, on ne va pas le faire nous, on va chercher au niveau international les meilleurs. Du coup, ils ont demandé Ils ont fait un appel d'offres en disant, il faut que les entreprises de BTP se présentent avec une entreprise qui gère des hôpitaux. Et au final, ont été sélectionnés 5 groupements, dont un groupement français, Bouygues Hôpitaux de Paris, et un groupement italien, donc Gruppo San Donato, et un constructeur italien. Nous, on a obtenu le CHU d'Alger, celui de 700 lits. Donc, et c'est en train de se passer très très bien. Donc, ceci pour vous dire que ici, en France, la France aussi a obtenu un CHU de 500 lits. Il y a un savoir-faire, et que donc, au final, il faut se battre dans notre pays pour maintenir une position ou faire évoluer une position. Mais le jour où vous en avez marre de toutes ces règles, il y en a autant en Italie qu'en France, hein, eh bien, regardez autour de vous, parce que je vous assure qu'au-delà des frontières nationales, il y a vraiment énormément de possibilités. Voilà. Oui, bon, voilà. Enfin, j'ai appris que dans un CHU humaniste, on pouvait aussi, avant d'aller à la foire au vin, on peut se faire un petit canal carpien ou une cataracte en passant, et donc ça va quand même faciliter la vie. Paul, tu veux... Oui, je vais intervenir tout de suite parce que j'ai le plaisir de côtoyer Paolo Rotelli au niveau des hôpitaux privés européens dont je m'occupe, et c'est plus qu'un plaisir. Alors, deux choses à dire, c'est que c'est au niveau européen un des 2 exemples pertinents de privatisation de très grands hôpitaux, y compris universitaires. Il y a l'Allemagne, avec un autre exemple tout à fait pertinent, d'hôpitaux universitaires en déficit qui ont été privatisés sous la contrainte, avec des résultats économiques et qualitatifs majeurs. Et sous son air juvénile, et je pense qu'il a enthousiasmé la salle, Paolo présente un succès majeur. Et je me permets d'insister là-dessus dans tout le sérieux que cela impose, à la fois d'un esprit entrepreneurial dont vous avez perçu la pertinence et l'enthousiasme, mais aussi sur la qualité scientifique qui est produite et qui est, de fait, il le dit et je me permets d'insister, totalement attractif, à la fois comme modèle pour l'Italie, mais peut-être source de réflexion pour d'autres pays. Et je vais conclure tout simplement parce que la parole était à la salle. Et Paolo, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Je crois que sincèrement, l'exemple italien lombard mérite notre attention, mérite communication et diffusion, et y compris à l'export, puisque si on est bon chez soi, c'est qu'on est probablement bon ailleurs aussi. Merci encore, Paolo. Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions J'en ai une. Bonjour, Simon Pilzer, je suis médecin du travail et de prévention dans le nord du département. Et comment dire, en écoutant avec immensément de plaisir Paolo Rotelli, je ne sais pas s'il est favorable à l'indépendance de la Lombardie, mais je pense qu'il est favorable à l'indépendance de l'Écosse. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous recevez des internes français et est-ce que vous recrutez des médecins français chez vous ? Parfaitement italophone. Alors, je ne savais pas, mais j'ai su, par exemple, qu'on avait pas des internes, mais des étudiants français au Saint-Raphaël, parce que grâce à Erasmus, en fait, l'université, alors le Saint-Raphaël, justement, c'est l'hôpital dont parlait Paul Garassus, c'est-à-dire c'est un hôpital qui appartenait à un prêtre, je dis sur 30 secondes pour voir de quoi on parle, qui appartenait à un prêtre, qui était donc un CHU de 1400 lits, avec sa propre université privée, de médecine, philosophie et psychologie,
université certes privée, mais totalement reconnue par le ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un numerus clausus est imposé et que le diplôme est reconnu comme une université publique en Italie. Et de ce fait, justement, on peut avoir un échange avec Erasmus. Les internes, c'est un poil plus compliqué, c'est-à-dire qu'on peut les recevoir, mais ils doivent parler italien. Ça, c'est le vrai problème, en fait. Et donc, du coup, en ce qui concerne le Saint-Raphaël, quand le prêtre avait réussi à faire un trou de 1 milliard d'euros, quand on a récupéré l'hôpital, il avait un EBITDA négatif pour 60 millions d'euros et il perdait 90 millions d'euros par an. Maintenant, en 2012, en 2014, on est en équilibre. C'est-à-dire que cette année, on pense clore avec un EBITDA à peu près à 50 millions, c'est-à-dire presque à 7%. Et après l'amortissement, dernière ligne du bilan, normalement, zéro équilibre, parce qu'encore il y a une dette à payer par tranche en fait. Donc on pense clore en équilibre cette année, pour la première fois. Et sinon, pour les médecins français, oui, on commence à avoir quelques médecins français qui viennent travailler chez nous. Notamment, c'est des orthos en fait. On a des interventions de stabilisation de la colonne en fait, à Milan, dans un petit hôpital, dans une petite clinique qui fait 200 lits, elle. Et ça marche très bien. Ils sont extrêmement compétents et on est très heureux. Notamment, en fait, il y en a un des deux qui est totalement bilingue. Du coup, il voit ses patients et ça se passe vraiment bien. Donc, on est tout à fait ouvert aux médecins étrangers. Surtout, pas à n'importe quel étranger. On préfère bien sûr les Français aux Roumains. Voilà. Paolo, t'es quoi de nationalité, toi? T'es les deux, franco-italien, non? De nationalité, t'es quoi, français ou italien ou les deux? Non, moi, je suis totalement italien, en fait. Ah bon? Résident à Monaco, par contre. On va peut-être... Enfin, je me moquerai plus jamais des gamins de 25 ans, moi.